tous, c'est Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital et on se retrouve ce soir, donc comme d'habitude, où on se fait un petit cours par jour et après je vous remets ça sur le Discord. On se fait un cours sur Bitcoin ce soir, l'histoire de Bitcoin avant 2008, pourquoi Bitcoin est devenu exceptionnel, pourquoi c'est devenu potentiellement une solution monétaire concurrentielle à les solutions fiat actuelles, pourquoi c'est devenu aussi puissant que ça l'est actuellement, et surtout quels sont les problèmes qu'il a dû faire face, et pour vous montrer que Bitcoin n'est pas né en 5 minutes, il y a plus de 10 ans de réflexion, de développement derrière Bitcoin pour qu'il soit justement parfait. Donc on va voir ça ensemble. Alors, tu n'es pas sans savoir que Bitcoin a été créé en 2008, fin 2008, à savoir le 31 octobre 2008 ou alors le 1er novembre 2008, ça dépend de savoir comment enfin de différentes sources quoi. Et le truc c'est ce document-là qui est sorti à ce moment-là. Donc c'est pas officiellement le lancement de la blockchain de Bitcoin, je vais vous donner la date de lancement de la blockchain de Bitcoin, mais c'est le white paper déposé par Satoshi Nakamoto officiel, c'est celui-ci, donc avec son email à l'époque là, satoshin@gmx.com, et il a publié ça sur bitcoin.org. Je vous montrerai ce que c'est que bitcoin.org, d'où ça vient, etc. Et c'est très simple, c'est un livre blanc de quelques pages qui explique Bitcoin, comment ça fonctionne, et c'est vraiment pas très compliqué, hein. Il y a 9 pages, n'importe qui peut comprendre comment c'est juste le livre blanc qui explique ce que c'est derrière. Aussi simple que ça. Mais par contre, tu dois savoir que c'était lancé, je crois, officiellement, le premier bloc a été miné par Satoshi Nakamoto et Alphine, il me semble, le 4 janvier 2009. Donc ça, c'est aussi une date à noter. Ton Twitch, le Twitch, c'est Blockchain Capital, Théo. Blockchain comme la blockchain et Capital comme Capital. Merci à toi de poser la question et on s'y retrouve là-bas tout de suite. Tu as raison de poser la question, fais un petit coucou et je répondrai à vos questions juste après. Mais il faut savoir que l'idée de monnaie numérique et de pouvoir apporter une solution au système monétaire actuel est née bien avant Bitcoin, bien avant l'invention du coup de Satoshi Nakamoto, et il a dû faire face à beaucoup de problèmes avant que Bitcoin puisse voir le jour et soit parfait. Pour tout comprendre, il faut remonter dans les années 1990 où la toute première monnaie numérique voit le jour par David Cohn, qui s'appelle le DigiCash en 1990. Alors pour la petite histoire, David Cohn, c'est ce personnage là, donc qui est né en 1955. Si ça vous intéresse, vous avez bien évidemment un article sur Wikipédia. On s'en fout, on va pas le lire, si ça, enfin c'est pas le but du jeu de la vidéo, mais allez voir si ça vous intéresse. Et il a inventé ce qu'on appelait le DigiCash Payment, donc en 1990, et en fait c'était une monnaie électronique qui était centralisée et propriétaire, et l'idée est donc née plus ou moins à partir de ce moment là, avec l'avènement d'internet, avec les nouvelles possibilités qui se sont présentées à ce moment là. Pourquoi on ne créerait pas une monnaie numérique qui serait enfin la solution aux problèmes monétaires? C'était un petit peu ce qu'a voulu relever en partie David Cohn, et qu'on va regarder ça ensemble. Mais le problème c'est que cette centralisation ne répondait pas aux besoins actuels, à savoir justement de décentraliser et de permettre une liberté sur internet, parce que son projet était complètement centralisé, c'était pas non plus le souhait de pouvoir faire quelque chose de long terme. Il s'était déjà rendu compte qu'à l'époque il fallait décentraliser et que la centralisation était un problème. Donc le projet de DigiCash, c'est vraiment le tout premier projet de crypto-monnaie, mais sauf qu'il était centralisé, pardon, et donc ne répondait pas complètement à toutes les valeurs que tu connais maintenant des cryptos. Et tout a commencé du coup vraiment avec la naissance d'un groupe d'anonymes fervents défenseurs de la liberté qui s'appelait les Cypherpunks. Donc là, ils ont commencé à apparaître dans les années 1988, je crois. Alors là, il y a plusieurs sources. Il y a par exemple cet article de Cryptost qui dit apparu fin des années 80. Tu peux retrouver d'autres articles qui disent 1988. Je sais plus si celui-là, il dit quelle date. Je vous fais un petit peu de recherche aussi, hein. Mais officiellement, je crois les premiers trucs qu'ils ont donné, je sais plus si on l'avait là-dessus, mais c'est 1993, il me semble. Tac, tac, tac. Parce qu'on avait eu un manifeste de... Ah bah non, c'est 88, ça, c'est ça. La naissance, la référence des cypherpunks, donc c'est le Cypherpunk Manifesto, donc la première version, pardon, donc ça date de 1988, de Timothy C. May.
et après ça a été repris par je sais plus qui. Enfin bref, on va voir ça ensemble. Et l'idée du coup, c'est que les cypherpunks écrivent du code, tu l'as bien noté, et tu as forcément entendu cette citation quelque part quand tu t'es renseigné dans le monde des cryptos, les cypherpunks écrivent du code, c'est un petit peu une phrase assez connue. Et en fait c'était un collectif d'experts en informatique spécialisé en cryptographie, donc tu vas commencer déjà à comprendre la notion de crypto, hein, du coup, ça vient du mot cryptographie. Ils ont émergé donc en 1993, en gros, dans la région sud de San Francisco, et pour eux, la liberté n'est clairement pas négociable, elle doit être placée absolument au-dessus de tout, et suite aux différentes guerres, suite aux différentes, de tout ce qui s'est passé, la liberté va complètement été mise de côté à ce moment-là. Et c'est Eric Hughes, voilà, qui a écrit le manifeste à ce sujet, Cypherpunk Manifesto, qui l'a repris. Donc Eric Hughes, pour vous montrer, c'est cette personne-là. Tac. Le manifeste d'un cypherpunk. Vous pouvez retrouver toutes ces petites recherches là-dessus. Je vous ai fait un petit condensé, en tout cas aujourd'hui. Mais c'est cette personne-là. Et il est marqué comme le fondateur des cypherpunks sur ce site-là en 1996. C'est n'importe quoi. Hein. Faut vraiment pas suivre tout n'importe quoi, mais il a produit cet article-là en 1993. Mais tu vois que la première chose qui a été mise, c'était 1988. Bref, là, je te fais vraiment la petite histoire là-dessus. Hein. Et donc selon lui, selon les cypherpunks, selon ce mouvement-là, comme je te l'ai dit, la liberté c'est indispensable, il ne faut surtout pas attendre, ils ne peuvent pas attendre des gouvernements de l'offrir gentiment sur un plateau, au contraire, et tu le vois bien en plus avec ce qui se passe en Chine, notamment avec la note sociale par exemple. Et ils ont clairement vu avant tout le monde qu'on était en train de dénigrer petit à petit la liberté d'une part, et que la finance telle qu'elle était avec nos monnaies fiat n'était pas viable sur le long terme, en partie à cause de la centralisation de toutes les décisions de politique monétaire et de l'activation de la machine à billets. Seuls peu de personnes sont décisionnaires de la quantité de monnaie qui doit être distribuée dans un état, dans un pays. Tu le sais, c'est les banques centrales donc qui décident de ça, donc la Fed, la BCE, etc. qui décident d'activer la machine à billets ou pas en fonction de l'augmentation ou pas des taux directeurs des banques centraux. C'est ce qu'on discute de ça et on en a discuté la semaine dernière. Mais normalement, tu te rends compte que ça crée beaucoup de problèmes long terme, surtout concernant l'inflation, le taux de change entre les civilisations, etc. Et eux, ils pensaient du coup qu'une monnaie numérique décentralisée serait la solution. Et l'une des premières inventions importantes et nécessaires à la création de Bitcoin après en 2008, c'est l'invention d'Adam Back en 1997. Pareil, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Adam Back, on va se le retrouver là-dessus. C'est cette personne-là, tac. Est-ce qu'il y a une photo sur son truc? Non, mais en gros, je vous le montre là rapidement pour ceux qui sont de partout sur TikTok, etc. C'est ce mec-là, Adam Back. Et lui, en fait, c'est lui qui a mis au point en 1997, pour vous donner l'idée que ça date, hein, 1997. Hein. Il a mis en place le Hashcash. Comment ça s'écrit? J'ai oublié un i. Il a mis en place le Hashcash pour vous faire vraiment le truc très très simple. C'est un petit peu c'est un petit peu le grand-père. C'est pour ça qu'ils ont fait un petit peu ça comme ça sur certains trucs. C'est un petit peu le grand-père du Proof of Work derrière qui permettra à Bitcoin du coup de naître. Voilà, c'est ce qui permettra à Satoshi de développer le minage de crypto en anglais, donc le Proof of Work. Mais les premiers projets de monnaie numérique décentralisée ont vu le jour bien avant Bitcoin, comme je viens de te le dire. Donc déjà, tu as vu DigiCash tout à l'heure. Et les deux premiers réels monnaies décentralisées qui ont vu le jour ont été toutes les deux inventées en 1998 par l'ingénieur informatique Wei Dai. Hop, c'est cette personne-là, Wei Dai, si vous intéresse. J'ai toujours un truc pété sur mon clavier, ça me fatigue. Hop. Wei Dai, c'est ce monsieur-là. Et il a créé la bi-monnaie en 1998. Qui a forcément inspiré Satoshi Nakamoto et le Bitcoin parce qu'il est cité directement dans le livre blanc que vous aviez tout à l'heure que je t'ai montré. Quelque part là-dedans, tu as normalement bi-monnaie dans les refs. Que je te dise ça directement. Wei Dai, bi-monnaie, HTTP, Wei Dai, etc. Ça, c'est directement dans le livre blanc de Bitcoin. C'est vraiment pour vous dire que Bitcoin répond à des besoins réel et qui a mis longtemps à être mis en place. Ça a été inventé en 1990 et là tu vois tu as les références de ce qui est dessus et tu as même des références à 1957 hein. Donc c'est un petit peu un délire de ce qui s'est passé là-dessus.
Et ensuite, du coup, la même année, un autre projet proposant beaucoup de choses que l'on retrouvera également dans Bitcoin, à savoir l'horodatage. Parce qu'avant, il faut savoir que le mot blockchain, on n'appelait pas ça blockchain, on appelait ça horodatage. Parce que le système de la blockchain, en fait, c'est un système d'horodatage, de mettre telle heure, tel jour, tel endroit à envoyer à tel truc. C'est juste un grand livre de compte, hein, la blockchain. C'est aussi simple que ça. Et en fait, il a mis en place aussi les signatures numériques, les clés publiques, la décentralisation. Et ça, c'est le BitGold qui a été inventé par monsieur Nick Szabo. Hop. Szabo. Alors, je sais pas comme ça du tout. Il y a un B en plus. Je sais qu'il y a une G. Voilà, c'est S-Z-A-B-O. C'est cette personne-là, monsieur Nick Szabo, si ça vous intéresse. Hop. Et donc c'est lui qui a inventé le BitGold. BitGold. Tac. Pour vous donner une idée, voilà, le logo c'était celui-là. Et pareil, l'idée, tout comme Weidai, c'était de proposer un système monétaire qui allait répondre aux besoins de créer une monnaie digitale décentralisée comparée à ce qui se passait actuellement avec la création de monnaie de banque centrale, etc. Et c'est cette même année, donc en 1998, qui s'est passé aussi la faillite de DigiCash, qui a quand même survécu 8 ans, malgré le fait que ce soit un projet centralisé. C'est quand même incroyable, pour le coup. Et pour ce qui est de Nick Szabo et Weidai, ils furent tous deux rapidement confrontés au problème de la double dépense. Étant des programmes informatiques, leur monnaie pouvait malheureusement aisément être copiée et collée plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit le BitGold ou la Bimonnaie, en fait, c'était facile, enfin facile, selon comment tu développais ton truc derrière. Tu pouvais prendre ton BitGold ou ta Bimonnaie, la dépenser pour quelque chose, mais en même temps copier-coller ce jeton-là pour le dépenser une autre fois. Et en fait, avec un seul jeton, tu pouvais le dépenser plusieurs fois. On appelle ça la double dépense. Et tu te doutes bien que ça, c'est pas viable du tout. C'est comme si toi, tu pouvais en fait directement imprimer tes bitcoins tout seul. Et tu te doutes bien que ça fonctionne pas comme ça à l'avenir, hein. Si vous avez des questions, j'ai bientôt fini la presse et après je vais répondre à vos questions. Le but du jeu c'est ça aussi, hein, de répondre un petit peu à tout ce que vous avez comme questions sur le sujet. Donc ils pouvaient pas faire, ça pouvait pas être viable sur le long terme. Et c'est surtout complètement bête par rapport au système actuel. Non seulement le système actuel déjà c'est bête, il est géré par Center Mason, mais là que n'importe qui puisse faire de la double dépense sur le token, ça fonctionne pas. Mais ces projets-là se sont quand même battus jusqu'en 2005. Le BitGold ou la Bimonnaie ont continué à fonctionner de 98 à 2005, sachant que c'était aussi compliqué que ça. Donc c'est vraiment un exploit. Bon aussi il y a le fait que c'était pas forcément avec une adoption de masse à l'époque, et heureusement d'ailleurs. Mais l'objectif principal de ces monnaies numériques était de réduire la confiance nécessaire pour réaliser une transaction dans le sens sans affecter la sécurité ou la scalabilité. La scalabilité, je vous le rappelle, comme d'habitude, c'est le fait de pouvoir échanger rapidement sans qu'il y ait de problème. Par exemple, quand on va tous sur le site de Facebook, là, il va forcément crasher à un moment parce qu'il n'est pas capable de gérer le fait que tout le monde se connecte dessus. Donc il n'est pas scalable complètement. Et ça, c'était quelque chose qui était très très important à gérer aussi à ce moment-là. Et du coup, le méga problème que devait régler Bitcoin avant même de pouvoir voir le jour et de pouvoir fonctionner, du coup, c'était de régler le problème de la double dépense. Et pour ça, en partie, c'est le 10 mars 2001, dans la conversation entre Hal Finney sur un article de Weidai, encore une fois, que Peter Todd, un petit mec d'âge de seulement 15 ans à l'époque, évoque le système et l'idée d'un système de signature qui permettrait de créer une monnaie à partir du Hashcash qui avait été fait avant par Adam Back il y a quelques années plus tôt. Et c'est en fait une idée vraiment révolutionnaire à ce moment-là qui permettait vraiment de créer un système d'auto-signature dans le contrat pour qu'en fait tu ne puisses pas du coup faire de la double dépense. Et c'est né vraiment à ce moment-là. Donc c'est né le 10 mars 2001. Je sais pas si je peux vous retrouver la ref là-dessus. Tac, si je tape ça. Tac. Si je marque Peter Todd, on devrait retrouver ça. Aïe, désolé pour ceux qui étaient sur Twitch, vous n'avez pas entendu ça. Je crois qu'il y avait la conversation directe là-dessus. Voilà, donc Peter Todd, le 10 mars 2001, qui a fait une conversation directement avec Hal Finney. Donc voilà, tu vois, sur le forum de Hal Finney, par rapport au développement de Weidai, etc. Tu as vraiment toutes les informations là-dessus et tu as toute leur conversation. Si ça t'intéresse, voilà, tu as toutes les pages de leur conversation qu'ils ont donné là-dessus. Si tu veux aller dig un petit peu plus loin et savoir comment ça fonctionne. Et là, on va faire un petit aparté 2 secondes, parce qu'on arrive rapidement à 2004. 2004, c'est une année importante pour un projet que vous entendez très certainement, surtout en ce moment, à savoir
le Ripple avec le XRP. Le Ripple, oui, le Ripple Labs, le projet Ripple est né avant Bitcoin. Il y a beaucoup de fans Bonsoir Cédric. Il y a beaucoup de fans de Ripple qui disent de toute façon Ripple c'est mieux que Bitcoin, c'est né avant, on a eu l'idée avant, ils disent on alors que c'est pas eux dedans, bref. N'oubliez pas que Ripple Labs à cette époque-là, donc en 2004, vous oubliez le XRP. Le XRP, le token du XRP n'était pas du tout là, c'est juste le projet qui commençait à se faire, mais le XRP n'existait pas du tout. Mais je tenais quand même à vous faire ce petit rappel que oui, effectivement, Ripple Labs est né avant Bitcoin. Mais ça ne veut pas forcément dire que Ripple est mieux que Bitcoin parce qu'il est arrivé avant. Hein. N'oubliez pas que c'est pas parce que c'est arrivé avant que c'est mieux que le truc qui existe après. Hein. C'est complètement bête. Donc on est en train potentiellement de trouver la solution à la double dépense grâce notamment à la réflexion de Peter Todd et de Hal Finney. Il reste encore du coup à gérer le fait que ce soit libre, et parce que c'est vraiment très très important, la vie privée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie privée pour les cypherpunks c'est vraiment hyper important, il faut surtout pas le mettre de côté. Et la vie privée c'est la liberté de savoir ce que l'on dévoile au monde. Ça c'est si jamais un petit clin d'œil à ce film là qui est français-belge, franco-belge. Si jamais vous l'avez pas vu, le mystère Satoshi de comment il s'appelle notre ami qui a réalisé ça. On va pas trouver directement un article qui vous le montre. Bref, en tout cas c'est ce film là si ça vous intéresse. Le mystère Satoshi c'est vraiment très très important, ça reprend un petit peu ce que je vous dis là aussi, les bases expliquées avec les sources etc si ça vous intéresse, et il y a cette citation dedans. Et du coup voilà, le dernier problème auquel Bitcoin devait faire face c'était de gérer cette liberté, et aussi une fois qu'il fallait gérer la liberté, le tout dernier problème et non des moindres, c'est de pouvoir gérer l'aspect de politique monétaire pour que la monnaie que tu crées, certes soit décentralisée, certes fonctionne avec une sécurité incroyable, certes fasse de la liberté, certes tout ça, pas de double dépense etc. Mais il fallait surtout mettre au point quelque chose qui fonctionne long terme en termes de solutions monétaires. Donc il fallait avoir des connaissances en politique monétaire. Et on sait que les cypherpunks maintenant avec du recul, ils avaient beau être incroyables et des génies total, c'est eux qui ont inventé le système de cryptographie, c'est eux qui ont développé tout ça, ça c'est clair. Mais ils n'étaient pas du tout experts dans la politique monétaire. Là où justement avec du recul on se dit que Monsieur Satoshi ou Madame Satoshi ou le groupe Satoshi Nakamoto, eux pour le coup, ou lui ou elle, connaissaient l'histoire de la monnaie sur le bout des doigts, de savoir faire quelque chose qui fonctionne sur le long terme, ça c'était vraiment incroyable. Et du coup, c'est comme ça que selon son propre témoignage, ça y est, il travaille sur le projet de Bitcoin à partir de début 2007. Ça tu peux retrouver des archives sur le site, notamment tu vas sur bitcoin.fr si tu veux l'avoir en français. Alors attends, si je peux l'avoir là-dessus, tac. Tu as des archives derrière de ce qui s'est passé qui te montrent le début, tic tac tic tac tic. Je crois que tu l'as là-dessus. Donc ça c'est vraiment les propres échanges du coup entre Satoshi, tu vois direct, c'est vraiment des archives. Et selon les dates, donc là tu parles de 2009, mais selon quand tu traduis, il t'explique quand est-ce que ça a été mis en place. Voilà, il le dit, le design and coding a commencé en 2007, c'est écrit ici. Ça c'est lui qui a écrit ça, hein. C'est vraiment en direct, on a vraiment du direct de ce qui se passe avec des vraies sources de Satoshi Nakamoto en direct, c'est vraiment super cool. Et donc du coup il explique aussi là-dedans que de 2007 à 2008, Satoshi Nakamoto s'est inspiré du projet de Weidai sur la bimonnaie, a réussi à trouver la solution au problème le plus important, la double dépense, grâce à l'invention de Hashcash de Adam Back et des réflexions de Peter Todd et Hal Finney, à savoir la validation de l'utilisation de la monnaie, de l'horodatage, et ce grâce à un procédé de preuve de travail, de validation via l'utilisation de la monnaie, qui va donner plus tard le nom de minage de crypto. Il a dû faire énormément de recherches sur l'histoire de la monnaie pour comprendre les rouages et surtout les failles qu'il fallait absolument résoudre. Et l'une de ces failles les plus importantes que tu retrouveras encore une fois dans le livre Les Talons Bitcoin si ça t'intéresse, ça c'est ce bouquin là, si jamais tu l'as pas lu, ça peut être vraiment super cool à comprendre et à lire. Tu vas avoir beaucoup d'informations sur l'histoire de la monnaie, pourquoi c'est ce qui amène à Bitcoin maintenant. Ça c'est vraiment super cool si tu l'as pas lu.
Et du coup, c'est en partie pour ça, en fait, après s'être renseigné sur l'histoire de la monnaie, qu'il a mis en place le nombre maximum de Bitcoin qui n'existera à jamais, à savoir les 21 millions. Je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer beaucoup de renseignements sur ce qui se passe, sur pourquoi 21 millions, pas un autre chiffre, sur un petit peu les recherches qu'on a trouvées à ce sujet-là. Je vais vous faire tout ça. On va en discuter, c'est vrai que juste après, je finis ma presse et je te parle de ça si tu veux. Et aussi le fait donc de lier ces 21 millions sur le long terme et surtout de pouvoir faire en sorte que tous les 4 ans on ait une division par 2, ce qui fait que tu as une courbe. Alors il faut que je te retrouve la courbe. Ah là là, circulation Bitcoin peut-être. Si je mets halving, je crois qu'on peut la retrouver. Date, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est la courbe de Bitcoin sur le long terme. Je crois que c'est celle-là. Tu vas le retrouver rapidement là-dessus. Tu verras. Jusqu'au dernier Satoshi, jusqu'au 21 millions. Tu vois, en fait, voilà les différents paliers qui vont être divisés à chaque fois. Tu le vois sur cette courbe-là. Et on n'a pas l'année là-dessus. Mais je crois que c'est le dernier Satoshi va être miné... en 1160, un truc dans le genre. Bref, c'est pas forcément le sujet. Donc il a mis en place ce truc là qui est vraiment très intelligent, le halving, à savoir tous les 4 ans. C'est pas vraiment tous les 4 ans, c'est tous les nombres de blocs, hein. C'est le 210 millième bloc, 420 millième bloc, etc. C'est lui qui a mis comme ça. C'est juste que comme on sait qu'un bloc c'est à peu près toutes les 10 minutes de gestion sur Bitcoin, donc tu peux prévoir à peu près que c'est à peu près tous les 4 ans. Donc la double dépense c'est ok, la liberté de transaction c'est ok, la sécurité n'a jamais été égalée par rapport à la décentralisation du projet de Bitcoin. Régler le problème de l'inflation grâce aux 21 millions, ça c'est ok. Que ce soit utilisable n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui, ça c'est ok. Et la liberté n'est pas anonyme, mais bien pseudonyme sur le Bitcoin, c'est aussi très important. Permettre de liberté sans attirer la criminalité, c'est aussi ok. Et ça y est, du coup... le Bitcoin est prêt, ne restait plus qu'à le lancer et Satoshi Nakamoto du coup attend justement le meilleur moment pour ça. On peut supposer que Bitcoin était peut-être prêt même déjà avant, mais il a attendu justement 2008 et après septembre 2008, à savoir la chute de Lehman Brothers, pour expliquer et je crois qu'on peut retrouver aussi, il y a un truc là-dessus, l'annonce de la naissance de Bitcoin. Ça c'est différentes dates là sur bitcoin.fr, mais je vais pas forcément vous montrer ça parce qu'il n'y a pas forcément tous les trucs que je voulais vous dire là-dessus. Mais tu peux savoir que ça a été préparé avant parce que justement il y a quelqu'un en anonyme qui a réservé le nom bitcoin.org le 18 août, donc à savoir avant la crise des subprimes. Donc c'est pour vous dire qu'il normalement il avait prévu avant ça. C'est ça aussi qui est vraiment magnifique. Le nom de domaine netcoin.org aussi a été fait par un anonymous juste avant. Tu as tous ces trucs là. Et tu as par exemple le 22 août, encore avant, qui avait envoyé Satoshi qui a envoyé le brouillon de son livre blanc à Weidai sous le titre de Electronic Cash Without Trusted Third Party. C'était vraiment très intéressant. Et c'est que seulement le 31 octobre qu'il a publié ça. Et il a mis un petit message juste avant. Alors c'est pas celui-là, il avait mis un message comme quoi ça y est, on a les banques, c'est une catastrophe, ou je sais plus comment il a mis ça là-dessus. Mais il avait expliqué justement encore une fois sur le site de bitcoin.org et il a tout fait tout ça et c'est ce qu'il a mis quand il est sorti du coup le 31 octobre ou alors le 1er novembre 2008. Je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique entièrement pair à pair sans tiers de confiance. Bam, voici le Bitcoin et c'est là que tu trouves ça. Il l'a déposé du coup le 31 ou le 1er novembre et les passionnés se sont dit ok, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou qui sort là. Et à partir de ce moment là, les gens se sont intéressés rapidement, il a attendu 2-3 mois et il a commencé à lancer la blockchain à partir de, du 4 janvier 2009 et maintenant le Bitcoin il est devenu ce qu'il est devenu maintenant. Et si tu te demandes du coup à quoi ça sert Bitcoin, et bien ça permet d'envoyer une monnaie numérique, à savoir le Bitcoin à n'importe qui, n'importe quand, sans aucun pouvoir de refus de la part d'un tiers et de façon décentralisée, donc avec personne qui dirige Bitcoin derrière, personne qui gère, qui tire les ficelles, ça c'est très important. Et qui est sécurisé par le processus de minage qui empêche n'importe qui de pouvoir voler ton argent. Ça c'est très important. Du coup Bitcoin c'est une technologie, c'est un projet, c'est une monnaie, c'est une vision futuriste de l'échange. Il permet l'échange entre deux personnes n'importe où, n'importe qui dans le monde, à n'importe quelle heure et sans avoir affaire à tiers de confiance, sans avoir besoin d'avoir affaire à un tiers de confiance. C'est très important.
Et cette confiance est rendue du coup obsolète parce qu'on n'a plus besoin de faire ça, ce que je te dis. Par rapport, quand la confiance elle est parfaite, t'as pas besoin d'avoir un tiers de confiance comme nous on l'a actuellement avec nos banques. Donc Bitcoin est né et c'est comme ça qu'il est né. Et j'espère que ça t'intéresse de savoir un petit peu comment ça fonctionne. La présentation, je vous ferai de toute façon un papier de ce que je vous ai dit là directement avec les différentes sources et je vous mettrai tout ça sur Discord. Donc si vous n'êtes pas encore sur Discord, que vous arrivez là sur TikTok ou que vous soyez sur Twitch, je vous invite vraiment à aller voir ce que je vous propose là-dessus. C'est très important parce que c'est là-bas qu'on vous met toutes les informations. Et surtout, c'est là-bas que vous pouvez nous poser les questions quand on n'est pas forcément en live. Donc là, je voulais vous raconter la petite histoire de Bitcoin avant 2008. Il y a encore d'autres dates qui étaient importantes. Et il y a surtout d'autres dates après 2008. Je sais qu'on pourra traiter de tout ça ensemble. C'est le but du jeu aussi. En attendant cette partie de la vidéo, je vais vous le mettre sur YouTube. Et ceux qui étaient sur YouTube, c'était Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital. Ciao!